Serge Bourgeois est en poste depuis quelques mois au ministère de la Sécurité publique, pour ceux qui ne le savent pas déjà, en tant que conseiller en gestion des risques et des aléas côtiers à la direction du soutien à la réduction des risques de sinistres. Il est notamment en charge des dossiers propres au territoire des îles. Donc, un gars qui est très connaissant du milieu et de l'érosion côtière aux îles. M. Bourgeois présentera son sujet du jour en compagnie de Félix Caron, qu'on remercie d'être là, qui est directeur régional de la sécurité civile pour la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et M. Caron est à l'emploi du ministère de la Sécurité publique depuis 2018. M. Caron, M. Bourgeois, à vous la tribune. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir avec vous pour parler de sécurité civile, qui est en fond la gestion des conséquences de l'érosion, submersion, un des principaux aléas auxquels on doit faire face notre ministère. Comme Jean l'a expliqué, notre présentation va être en 2 temps. Premier temps, parler de la sécurité civile. Qu'est-ce que la sécurité civile, la mission de notre ministère et partage des responsabilités pour faire le lien avec ce que M. le maire disait en ouverture. La municipalité n'est pas seule tant qu'on parle de changement climatique et de sécurité civile. Deuxième partie, la réduction des risques qui va être présentée par à la fois mon ancien collègue Serge, qui dans mon ancienne vie, j'ai été aménagiste, tout comme Serge, et aussi mon nouveau collègue depuis quelques mois là, qui a joint notre ministère. Donc, la sécurité civile au Québec. Qu'est-ce que la sécurité civile? Donc, c'est l'ensemble des actions et des moyens qui sont mis en place à tous les niveaux de la société afin de, d'abord, connaître les risques auxquels on fait face dans chacun de nos territoires, de prévenir les sinistres, parce que oui, il y a certains sinistres qu'on peut prévenir, limiter les conséquences néfastes sur la population, sur les biens et l'environnement. Donc, malgré qu'on essaie de prévenir les sinistres, il y en arrive quand même. Quand il y en a, on essaie de limiter les conséquences et de favoriser un retour à la vie normale post-sinistre. Donc, quelques enjeux en matière de sécurité civile au Québec. Donc, risque de sinistre en croissante constante. Je vais vous nommer quelques événements que vous avez très bien connus sur le territoire ici. Donc, Dorian, Fiona, donc des tempêtes post-tropicales qui ont touché le territoire là, des îles de la Madeleine. Cet été, d'autres tempêtes post-tropicales des ouragans qui ont touché plus le centre du Québec, la métropole, donc Berry, Déby. Déby, qui est le sinistre qui a causé le plus de dommages au Québec, même plus que le verglas de 98. Puis les feux de forêt 2023-2024, qui sont des preuves là, de l'augmentation constante là, des sinistres qui sont liés au changement climatique. D'autres enjeux de sécurité civile au Québec, mais une société en évolution marquée notamment par les changements climatiques. L'utilisation accrue des matières dangereuses, donc peut-être quelque chose qui vous touche moins aux îles de la Madeleine, malgré qu'il y en a quand même quelques matières dangereuses aux îles de la Madeleine. Une dépendance croissante aux technologies, ainsi que des systèmes complexes et interdépendants. Une augmentation de la vulnérabilité à divers aléas. Un besoin d'améliorer la gestion des risques et la réponse aux sinistres. Et finalement, une nécessité d'accroître la responsabilisation et l'engagement de tous les acteurs. Donc, je pense que j'ai passé une slide vite. Non. Donc, la mission du ministère de la Sécurité publique, parce que les gens partagent des fois mal sécurité civile, sécurité publique, c'est quoi la différence? Donc, notre ministère de la Sécurité publique, ça englobe différentes directions, autant les affaires policières, les services correctionnels, le médico, le légal. Donc, la mission de notre ministère, c'est d'assurer la sécurité du Québec par la prévention, l'intervention, le partenariat et faire du milieu de vie des Québécois un endroit sécuritaire, propice au développement social et économique de la société,
en intervenant de concert avec les partenaires dans différents secteurs, dont les services correctionnels, la sécurité civile, la sécurité incendie, les affaires policières, l'expertise judiciaire et médico-légale. Donc, la sécurité civile, c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, c'est des différents acteurs, donc le citoyen, les organisations, les entreprises de toute nature, les municipalités, qui sont des partenaires de premier plan, autant pour les citoyens que pour nous, le gouvernement, en matière de sécurité civile, et les différents ministères et organismes gouvernementaux. La responsabilité des citoyens, donc, vous, les citoyens, faire preuve de prudence et de prévoyance. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est d'écouter les consignes des autorités quand il y a une annonce de sinistre, évacuation d'un secteur, mise en confinement, ces choses-là. Ça peut arriver aussi que les municipalités demandent de prévoir une trousse d'urgence, ou anciennement qu'on appelait une trousse de 72 heures, dans le fond, d'avoir à votre portée des éléments de base pour assurer votre résilience face aux événements, donc eau, nourriture, médicaments sous ordonnance, des choses qui pourraient vous permettre de passer au travers, par exemple, tempête de neige, panne électrique, sans devenir des sinistrés à la charge de la municipalité. Puis d'assurer ses besoins essentiels. Donc, assurer ses besoins essentiels ne veut pas dire d'avoir une assurance, c'est vraiment juste d'assurer sa propre sécurité, de ne pas se mettre en danger, etc., etc. La responsabilité de la municipalité, parce que la municipalité, en matière de sécurité civile, elle a quand même des responsabilités. Donc, la réponse au sinistre relève en premier lieu à la municipalité. Les municipalités, partout au Québec, sont les premiers responsables de la sécurité civile. Bien entendu, n'est pas seul. Tout dépendant de l'ampleur des événements ou des sinistres, là, il y a l'ensemble des partenaires du gouvernement du Québec qui peuvent soutenir la municipalité. En tant qu'autorité locale, la municipalité a la responsabilité d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur son territoire. Avant un sinistre, la municipalité doit se doter d'une préparation lui permettant d'accroître son autonomie, sa capacité de réponse à un sinistre, identifier les ressources nécessaires à l'organisation municipale de sécurité civile et d'établir un plan municipal de sécurité civile, le maintenir fonctionnel. Un peu plus tôt aujourd'hui, je rencontrais la municipalité là, pour garder des bons liens entre notre ministère et la municipalité, justement dans le but de se préparer à un prochain sinistre. Puis, je disais là, aux intervenants de la municipalité que la municipalité des Îles, je l'utilise souvent en titre d'exemple, parce que la préparation municipale est exemplaire ici. Malheureusement ou heureusement, la municipalité a vécu beaucoup de sinistres dans les années passées. Donc, en sécurité civile, on apprend d'un événement à l'autre, ce qui fait que d'un événement à l'autre, on devient de plus en plus performant dans la gestion des interventions sur notre territoire. Au moment et à la suite des sinistres, la municipalité doit coordonner l'intervention et le rétablissement et la mise en œuvre du plan municipal de la sécurité civile. Et point super important aussi, maintenir les services essentiels. Idéalement, même si on est en sinistre, les services essentiels, la municipalité, j'en donne deux rapidement, la sécurité incendie, l'alimentation en eau potable. Donc, la municipalité, même si un sinistre, doit mettre tous les efforts nécessaires pour assurer le maintien de ces services-là. Et, point super important aussi, soutenir ses citoyens. Responsabilité du gouvernement. Donc, planifier les mesures de sécurité civile à l'échelle de la province afin de prévenir les sinistres et d'atténuer les conséquences et mieux se préparer pour faire face aux sinistres. Soutenir les municipalités, les ministères et les organismes gouvernementaux qui ne sont pas en mesure de faire face à un sinistre. Fournir les services gouvernementaux essentiels à la population en cas de sinistre. Puis, plus spécifiquement, le rôle de notre sous-ministériat. Soutenir les municipalités dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur plan municipal de sécurité civile, recueillir l'information concernant l'état de situation, les conséquences et, super important, les besoins des municipalités et les demandes d'aide. Quand on dit que les municipalités ne sont pas seules, si c'est un sinistre que la municipalité est capable de gérer seule son territoire, ça va. Mais si elle a besoin du soutien du gouvernement du Québec, par exemple, différents partenaires, comme la sécurité civile, ça fonctionne en mission. Donc, la mission sécurité, c'est nos collègues de la Sûreté du Québec
qui souvent, en cas de sinistre, c'est un partenaire de premier plan, autant pour aider les services d'incendie locaux quand il y a les évacuations, assurer la sécurité générale de la population. Nos collègues d'Hydro-Québec qui sont, bien entendu, responsables de la mission électricité, mes collègues des transports qui sont responsables de la mission de transport. Donc, on fonctionne par mission. Puis notre rôle, notre mission, nous, le ministère de la Sécurité publique, bien, c'est d'assurer la coordination de la réponse gouvernementale. Dans le but, justement, que la municipalité pourrait très bien, de son côté, prendre le téléphone puis d'appeler chacun des responsables de chacun des ministères. Mais quand on est en opération, la municipalité doit se concentrer sur les opérations sur le territoire, puis nous, on arrive en soutien avec cette coordination-là là, pour permettre un retour à la normale le plus rapidement possible. Puis, ultimement, bien, administrer un programme général d'aide financière et de fournir une assistance aux personnes, aux municipalités sinistrées. Donc, notre ministère possède un programme d'aide pour les sinistrés qui en sont admissibles. Puis, dans le fond, je ne sais pas si c'est assez gros pour que vous voyez, mais c'est un peu ce que je viens de vous résumer. Dans le fond, les points, les ronds verts au bas de l'écran. Donc, c'est la coordination sur le site qui est faite par la municipalité, le centre de coordination municipale qui est la deuxième bulle verte. Et quand je l'expliquais tantôt, quand ça bascule vers la coordination de la sécurité civile, mais c'est l'ensemble des ministères qui ont une mission au plan national de la sécurité civile qui peuvent prêter assistance à la municipalité pour faire face à l'événement qui frappe son territoire. Donc, rôle du MSP après un signalement à la municipalité. Donc, après un signalement à la municipalité, je vais faire une passe sur la palette à Jasmine là, qui va l'expliquer là, en fin de rencontre là, de comment faire un signalement. Si vous observez sur votre territoire une situation là, qui vous inquiète, vous avez des inquiétudes par rapport à la sécurité de vos biens, à la sécurité des personnes aussi. Donc, n'hésitez pas à contacter votre municipalité qui va entrer en contact avec nous pour qu'on puisse faire une évaluation de ce risque-là pour, dans le fond, s'assurer que la situation là, est sécuritaire pour les occupants des bâtiments. Donc, après que vous avez été voir la municipalité qui nous ont contactés, le MSP, donc nous, on est basé à Gaspé, on a des collègues quand même sur le territoire de l'île-de-la-Madeleine, donc Serge aussi, mais on a aussi l'équipe de Robin au Centre d'expertise des risques maritimes, là, qui sont nos collègues au ministère aussi, qui, malgré la distance, peuvent se déplacer sur le territoire là, pour aller prendre des photos, des mesures, pour nous permettre d'avoir un traitement plus rapide là, de ces signalements-là. Ou quand il y a beaucoup de signalements, comme c'était post-Fiona, on s'est déplacé à quelques reprises là, pour faire ces suivis-là. Donc, après une première analyse du site en fonction des informations fournies par la municipalité, donc élaboration d'un dossier préliminaire ou la mise à jour d'un dossier existant avec l'information disponible, les données de territoire, des différents partenaires, la cartographie, l'imagerie LIDAR, les informations cadastrales, des photos obliques, puis les bornes de suivi de l'UQAR. Donc, dans le Québec maritime, il y a plus ou moins 7000 bornes qui sont implantées sur la rive qui nous permettent là, de suivre l'évolution du trait de côte là, au fil du temps. Évaluer la nature de la demande, le type d'aléas, érosion, submersion, là, qui sont les principaux aléas qu'on voit aux îles, mais il peut y avoir aussi des mouvements de sol, glissements de terrain. Évaluer si une visite terrain requise et en urgence, prévoir la consultation ou l'accompagnement des experts et au besoin, produire un avis technique. L'avis technique, c'est quoi? Donc, c'est une analyse du risque en regard de l'aléa, dont le but est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi de déterminer l'admissibilité à un programme d'assistance financière là, de notre ministère. Qu'est-ce que ça comprend, un avis technique en aléa côtier? Bien, description de l'événement, des principaux constats, description du site à l'étude, identification des éléments menacés ou touchés. On parle aussi de la dynamique côtière là, sur le terrain donné, la caractérisation des aléas, l'évaluation du risque et finalement le point le plus important, des recommandations, à la fois là, soit en rétablissement là, quand il y a un risque de danger imminent, ou encore des recommandations là, de précaution si votre terrain, votre propriété ne fait pas face à un risque de danger imminent.
Puis avant de passer la parole à Serge, bien, je vous inviterai que là, on a passé rapidement sur le rôle de la sécurité civile, mais on a un kiosque là, à droite de la salle. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous, moi ou mon collègue Nicolas, là, qui va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, bonne soirée tout le monde. Je vais essayer de ne pas le prendre à l'envers. Là, tu es à l'envers. Je suis à l'envers? Oui. Merci. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne savaient pas encore que j'avais changé de job, j'espère que le choc n'est pas trop brutal. Je suis effectivement un fonctionnaire maintenant du ministère de la Sécurité publique, après 34 ans de la municipalité des Îles. Donc, je vais vous parler évidemment du travail que je fais, de l'équipe auquel je fais partie, puis des dossiers, des programmes et des dossiers et des projets qu'on a actuellement sur la table à dessin. Donc, la réduction des risques, puis j'ai agrémenté la présentation de quelques photos qui vont me permettre là, d'ajouter des compléments, comme ce que vous voyez ici à la photo. Évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui ramasse des fraises, c'est un des étudiants de l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR, dont Jasmine en parlait tantôt dans le petit vidéo, qui à chaque année, depuis 2005, viennent relever les bornes, là, qui est autour des îles de la Madeleine, ce qui nous donne évidemment une donnée très importante, qui est le taux de recul du littoral et être capable de faire des projections. Donc, la direction du soutien à la réduction des risques des sinistres, direction auquel je me joins en juin dernier. Le mandat, c'est la direction contribue en partenariat avec divers ministères et organismes, ainsi que le milieu municipal, à réduire les risques liés aux aléas naturels susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, à la protection des biens, notamment l'érosion et la submersion côtière, qui est le sujet de ce soir, mais aussi les inondations et les glissements de terrain. Donc, les photos que vous voyez en bas, vous aurez compris que l'érosion, c'était en arrière du cinéma. Submersion, c'est en Gaspésie. Inondation et glissement de terrain, ça nous concerne le moins. Mais comme Félix l'a dit tantôt, les inondations, vous aurez compris que c'est rendu un aléa extrêmement important qui cause des dommages considérables. Des mandats plus spécifiques que notre ministère attribue à des partenaires, dont l'UQAR en fait partie, bien sûr, suivi annuel de l'érosion côtière des bâtiments et des infrastructures menacées, suivi environnemental des côtes, projection future de la hausse du niveau de la mer et évaluation de ses conséquences, modélisation des effets de la disparition du couvert de glace. Vous le savez comme moi que la glace est de moins en moins présente. Détermination des marges de sécurité en zones exposées à l'érosion et à la submersion côtière, suivi des recharges de plage, dont on va parler un peu plus tard, concertation des parties prenantes et acceptabilité sociale dans le cadre des projets d'atténuation des risques. Développement d'une approche multicritère dans l'évaluation de la résilience côtière et participation citoyenne, production cartographique, réglementation, avis techniques et analyse de risques, et accompagnement financier et technique auprès des municipalités locales dans le cadre de la réalisation des travaux d'atténuation de risques. On va tomber dans le plus concret. Les programmes d'aide disponibles. Bon, le premier programme d'aide, dont Félix a parlé tantôt, Programme général d'assistance financière, c'est disponible dans l'ensemble du Québec, touché par un sinistre ou en danger imminent, pour les propriétaires admissibles à une aide financière pour la mise en œuvre des options recommandées. Bon, l'exemple, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais l'exemple que j'ai trouvé, là, qui a été financé par le Programme général, mais c'est la stabilisation du chemin des fumoirs à Havre-Robert suite au passage de la tempête Fiona en 2019. Dorian, excusez-moi. Oui, c'est écrit Dorian, puis je dis Fiona. Bon, le cadre pour la prévention des sinistres, c'est là-dessus que le cadre de ma présentation va porter. Hein. C'est le programme dans lequel les projets actuellement en cours, faits et en cours de la Madeleine, c'est ce programme-là qui finance. Donc, c'est un programme qui vise la prévention des sinistres uniquement pour les municipalités priorisées. C'est une démarche collective et volontaire, bien sûr, une municipalité pourrait refuser. Un soutien financier et technique pour les municipalités permettant l'acquisition des données, l'analyse de risques, de solutions, la mise en œuvre de travaux de prévention, d'atténuation des risques de sinistres. Donc, un exemple de travaux réalisés avec le cadre de prévention, c'est un rechargement de plage à Pointe-aux-Outardes sous la contenance qui a été réalisé en 2021. Les objectifs du CPS, identifier et mettre en œuvre la meilleure solution d'atténuation des risques, assurer la sécurité des personnes et des biens,
durable dans un contexte de changement climatique, on vise toujours 30 ans, est faisable techniquement, assure un ratio investissement, évidemment, qui, je vais le dire plus concrètement, on n'investit pas 10 millions pour protéger 5 millions de valeurs. Il faut que le ratio d'investissement soit avantageux. Est adapté au milieu, limite des impacts environnementaux et favorise l'acceptabilité sociale. Par contre, il faut préciser que les solutions, aujourd'hui, il n'y en a pas des tonnes. Il y a la protection, il y a la relocalisation et il y a aussi la démolition. Projet à l'échelle de la province et aux îles. Projet à l'échelle de la province. Actuellement, là, le cadre de prévention des sinistres, c'est une vingtaine de projets en érosion et submersion, en acquisition de données, en analyse, en conception ou en mise en œuvre à travers le Québec maritime. Anne-Christine en a parlé tantôt rapidement. Québec maritime, c'est quoi? C'est évidemment, c'est 5000 km de côte. Donc, déjà là, on a une bonne idée de l'ampleur de l'enjeu. Et c'est quand Anne-Christine parlait de 38 000 bâtiments potentiellement exposés aux aléas. C'est plus que 38 000 bâtiments, c'est le bâtiment exposé, parce qu'il y a plus de bâtiments que ça. Donc, vous voyez que les enjeux et les besoins à travers le Québec maritime sont énormes. Bon, les municipalités visées actuellement par un projet de CPS, dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Sainte-Flavie, le plus haut, 26 millions, ça va être complété la semaine prochaine. Sainte-Flavie, c'est la plus grosse recharge actuellement qui est en train de se faire dans l'histoire du Québec. Pour vous donner une idée, c'est 28 000 camions d'Hiro. 28 000. Ce soir, si vous comptez les camions au lieu des moutons, vous ne vous rendrez certainement pas à 28 000. C'est énorme comme recharge de plage. Maria, 12,7 millions. Maria a ce site particulier, ça va exiger le déplacement de 50 bâtiments dans les zones sécuritaires. Bon, aussi, Baie-des-Sables, Rimouski, Rivière-au-Tonnerre, Métis-sur-Mer, Saint-Flavie, Saint-Ulrich, Sainte-Luce, Matane, Notre-Dame-du-Portage. C'est tous des dossiers actuellement que l'équipe à laquelle je fais partie travaille. Ils ne sont pas rendus tous au même endroit, bien sûr. Les ententes CPS, actuellement, nous comptons 16 ententes signées entre le MSP et les municipalités locales pour des travaux estimés en 183 millions de dollars. Projet aux Îles-de-la-Madeleine. Là, on tombe vraiment dans ce qui va certainement le plus vous intéresser. Projet aux Îles-de-la-Madeleine, avec la contribution du CPS, on a la Grave qui a été réalisée, 5,4 millions. Cap-Omel, 10,2 millions. Le bassin de traitement des eaux usées de Cap-Omel, 1,2 millions. Les ententes signées, secteur du Eurocap, 5 millions. Les travaux sont en train de se faire. Projet à venir, secteur de Martinique, 5 millions également. Gros Cap, on va revenir sur le projet, puis en même temps, ça va vous faire une illustration plus précise de qu'est-ce que c'est que la démarche qu'Anne-Christine a abordée tantôt. Bon, d'abord, on a identifié un site d'études. Le secteur de Gros Cap, c'était à partir là, des condos, là, après la garderie, aller jusqu'à la pointe de l'Échourie. C'est un secteur de 1,2 km. Évidemment, quand on parle d'analyse de risque, on parle aussi de portrait de situation. On a des documents, on a des informations, on a des données qui nous permettent d'identifier le recul des côtes et les enjeux, évidemment, le niveau de problématique ou de risque. Fait que portez à votre attention ici qu'entre 63 et 2022, à Gros Cap, le recul moyen était de 0,3 mètres, un pied. Mais entre 2019 et 2022, donc avant Dorian et après Fiona, le recul moyen calculé dans le secteur il a été de 2,4 pieds. Donc, c'était le double. C'est pour vous montrer à quel point Dorian et Fiona ont impacté le territoire des îles de la Madeleine. Bon, aussi, à Gros Cap, il y a la présence de grottes, bien sûr. Donc, le secteur d'études compte 60 grottes, dont la plus importante est de 67 pieds de profondeur. En 2019, il y a un toit d'une grotte qui s'est partiellement effondré, laissant un trou de 9 pieds de diamètre à proximité de la glissade de sécurité. Et au moins 2 grottes menacent l'intégrité de la route à court terme. On me dit qu'il y avait un petit clignotant ici, oui. Oh, il est à l'envers. Vous voyez la grotte ici? La profondeur était quasi rendue à la route, comment on appelle ça, le côté de la route? Jean, aide-moi, s'il te plaît. L'accotement, voilà. Merci. À l'accotement de la route. Donc, les travaux sont en cours actuellement. Non, je ne sais pas, j'ai viré à l'envers. Je fais comme Félix tantôt. Ah.
y arrive. Donc, après l'analyse de risque, l'analyse de solution, il y a eu les recommandations qui ont été présentées évidemment à la population et aussi au conseil municipal. Bon, réaliser un ouvrage de protection au niveau des sites d'intervention prioritaire afin de sécuriser la route municipale. C'est dans les deux secteurs que vous voyez, un de 70 mètres et un de 160 mètres. 180, 160. Encourager de façon préventive la localisation de 3 bâtiments situés en zone d'intensité extrême et prévoir une étude de faisabilité en vue de localiser à long terme certains tronçons du chemin Gros Cap. Ça a été les recommandations qui sont sorties de l'analyse de risque. Mise en œuvre, 29 octobre, la municipalité a fait l'octroi du contrat à l'entrepreneur. Le 11 novembre, on a eu une première rencontre de démarrage entre la municipalité, le ministère et la FQM, qui est mandataire pour la municipalité. Le 19 novembre, on a eu la réception des autorisations environnementales finales. Et le 31 janvier, c'est la date limite de fermeture du chantier parce que c'est les autorisations ministérielles qu'on a reçues. Il y a une date limite. Je pense qu'à voir la rapidité des travaux cette semaine, je ne pense pas qu'on aura de la difficulté à respecter le délai. La photo qui est là date de ce matin. Oui, ça a commencé lundi. Fait que ça, c'est la première portion que vous voyez où ce qu'on prévoyait un riprap, puis dans les grottes, ça va être d'un enrochement. Donc, deuxième projet, Martinique. Site d'étude, c'est à partir du haut du chemin des Chalets. Là, on reste sur la 199, bien sûr, à aller jusqu'à la pointe de la Martinique, ou le dernier bâtiment. La Martinique, c'est un secteur qui est impacté par les fortes fréquentes tempêtes du Cadran Est. Hein, puis, dans mon ancienne vie, j'avais pris l'habitude d'aller prendre des photos quand il y avait des tempêtes. Ça me sert encore aujourd'hui. Et vous voyez, là, quand même, il y a eu plusieurs événements majeurs dans le secteur de la Martinique. Puis la dernière photo que vous voyez, là, le 23 novembre 2024, c'est samedi. J'ai pas osé descendre de ma voiture parce qu'il ventait 95 km/h, puis la pluie tombait verticalement. Mais je me suis dit, c'est quand même un hasard qu'une semaine, quelques jours avant notre présentation, qu'on ait un événement quand même majeur. Bon, conséquemment, le trait de côte recule, bien sûr. On a aussi, comme on a à Gros Cap, identifié de partir de 63 là, que le trait de côte avait graduellement reculé. L'état actuel de la côte, on a 19 lots pourvus d'un ouvrage de protection. Par contre, de conceptions différentes et de qualité inégale d'un site à l'autre. Hein. Quand on intervient en protection en érosion côtière, il faut prendre l'ensemble du secteur, puis des paramètres, alors que quand on fait des travaux individuels, parfois sans le vouloir et sans le savoir, on peut se nuire les uns les autres. Il y a 2 lots qui sont pourvus d'un ouvrage partiel peu efficace de protection, vous voyez, puis il y a 6 lots qui sont sans protection. Les biens sécurisés à Gros Cap, mais il y a 27 bâtiments principaux, 17 résidences, 7 chalets, 2 appartements, une maison mobile et une route nationale 199 et un réseau d'aqueduc municipal. Et pour en revenir au ratio dont je parlais tantôt, la valeur des biens, c'est 4 200 000, une valeur indiquée au rôle d'évaluation 2024. La route, c'est une valeur de 3 120 000 selon les paramètres du ministère des Transports. Puis, donc, la valeur totale des actifs là, sera au-dessus de 7 millions pour un projet de 5. Étape de mise en œuvre, Anne-Christine l'a abordé aussi, on va y aller peut-être un peu plus en détail ici. Le MSP a la responsabilité là, des premières étapes de l'acquisition de données, analyse de risque puis analyse de solutions. Et une fois qu'on est rendu à analyse de solutions, bien là, on peut prendre 2 chemins différents. Là. Il y a le retrait préventif, là, qui est la relocalisation ou encore la démolition, ou les travaux de protection, qui sont aujourd'hui recharge de plage et enrochement. Donc, quand on a fait tout ça, après ça, on va ce qu'on a décidé. Dans le cas de Martinique, bien sûr, c'est les travaux de protection des berges. On va à la modélisation de la conception, qui sont encore sous la responsabilité du MSP, mais avec des partenaires comme des firmes spécialisées ou encore des chars de recherche universitaires. Et une fois que la conception est finie, plans et devis, autorisation et travaux sont sous la responsabilité de la municipalité. Et le ministère revient après dans les suivis scientifiques, les suivis environnementaux. Tantôt, je pense que c'est Anne-Christine qui a mentionné que ça pouvait être long, avoir les autorisations de faire des travaux. Ce schéma ici, puis je ne ferai pas tous les carreaux, là, inquiétez-vous pas, là, mais c'est les autorisations nécessaires avant la réalisation des travaux. Donc, on doit travailler avec 2 lois. On travaille avec 13, je pense, 12 organisations, puis ça peut aller jusqu'à 13 autorisations
différentes, dépendamment évidemment du type de travaux et dans quel milieu on le fait. Généralement, c'est deux lois, c'est deux ministères. C'est le ministère de l'Environnement Québec et c'est le MPO au niveau fédéral parce qu'évidemment, on est en bordure de falaise, bordure de mer, donc on est dans l'habitat du poisson. Première séance publique d'information avec les citoyens. Eh boy, j'ai écrit citoyens dans une langue inconnue. Vous avez remarqué qu'il y a une lettre qui est mal placée. Ma première séance publique d'information avec les citoyens concernés par le projet Martinique va se tenir à l'hiver 2025. Donc, les investissements publics aux îles via le programme CPS depuis 2021, mais il y a quand même 7,4 millions à la Grave, Cap-Omel, le bassin et le centre-ville, 11,4 millions, 5 millions en gros cap en réalisation et 5 millions à venir à la Martinique. Donc, 5 projets pour des investissements totalisant 28,8 millions de dollars dans le programme CPS. Il me reste 5 minutes, merci. Suivi des recherches à la Grave. Suivi des recherches, je vais ouvrir une parenthèse ici tout de suite. Vous aurez certainement compris que le suivi des recherches se fait par des spécialistes et des scientifiques, ce que je ne suis pas. Donc, je vais l'aborder très brièvement et légèrement pour vous dire un peu c'est quoi, mais rassurez-vous, il y aura des rencontres spécifiquement sur le suivi des recherches aux îles de la Madeleine qui vont se tenir sur place avec les spécialistes qui pourront évidemment vous l'expliquer mieux que moi. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'à propos des suivis, il faut savoir que c'est une exigence du MPO et du ministère de l'Environnement, Changement climatique, Fonds NEPAC. Il y a 2 types de suivi, géomorphologique et biologique. Pour assurer le suivi, le MSP mène, en collaboration avec les universités, des projets de recherche sur plusieurs années, ainsi que des projets plus spécifiques avec des firmes privées ayant de l'expertise requise. Les informations tirées de ces suivis permettront d'apporter, le cas échéant, des correctifs aux ouvrages existants ou des ajustements lors de la conception des ouvrages à venir. Puis le suivi s'échelonnera sur plusieurs années. Comment on fait ces suivis? Par des levées topographiques, par une campagne d'échantillonnage, comme vous voyez sur la photo, par une quantification des variations morphologiques de la plage, une analyse des conditions météo marines, une évaluation des impacts morphosédimentaires potentiels des recherches, l'intégration des nouveaux constats dans un guide dynamique sur la recherche et le suivi environnemental, une analyse des effets potentiels des recherches sur la végétation, des comparaisons entre l'évaluation réelle des recherches et l'évolution réelle des recherches et l'évolution prévue. Très intéressant, ça, comme on commence déjà à faire des comparaisons. Les périodes du suivi, dans le cas de la Grave et dans le cas de Cap-Omel, ça va s'échelonner sur plusieurs années, comme vous pouvez voir. On reçoit des données, on est en acquisition de données, les spécialistes, les scientifiques ont commencé leur analyse et éventuellement, comme je vous ai dit tantôt, ils viendront vous les présenter. La Grave, qu'est-ce qu'on peut dire? Je peux vous dire quand même certaines choses, même si je ne suis pas un scientifique. Début des travaux septembre 2021, fin des travaux juin 2022. Il y a eu un entretien en novembre 2022 post-Fiona parce qu'il y avait eu du franchissement là, du côté est. Longueur de la recherche 600 mètres, volume des matériaux utilisés 38 000 mètres cubes. Pardon. Je vous parlais de Sainte-Flavie tantôt. Sainte-Flavie, c'est 5 fois la Grave, pour vous donner une idée. Début des travaux, août 2022. Fin des travaux, novembre 2022, Cap-Omel. Longueur de la recherche, 850 mètres. Les volumes utilisés, 66 200. Quand on vous dit qu'évidemment, on fait des suivis, on fait déjà des suivis, puis on fait déjà des constats. Vous pouvez voir ici, il y a eu déjà du franchissement d'agrégats qui sont passés de l'autre côté de l'émissaire de la municipalité. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, dans le contrat de Gros Cap, l'entrepreneur va aller rehausser l'émissaire pour cesser ou stopper, on espère stopper le franchissement des agrégats de l'autre côté où il y a déjà un riprap pour protéger les bassins. Donc, vous voyez, il y a un suivi qui se fait, puis il y a des interventions qui peuvent se faire assez rapidement au besoin, le cas échéant. Donc, l'acquisition de données se poursuit. Les experts procèdent à l'analyse, il me reste 2 minutes, des séances publiques d'informations spécifiques sur le suivi de recherche. Je peux quand même, vu qu'il me reste 2 minutes, vous en dire d'autres choses aussi. Merci, Marielle. À la Grave, on a quand même noté, observé un déplacement des agrégats là, vers, mettons, l'atelier côtier. Donc, il y a eu une diminution de la largeur de la recherche du côté du musée de la mer et une augmentation
du côté de l'atelier côtier. Par contre, le profil, je dirais, le profil naturel qu'on a retrouvé, là, il est arrivé beaucoup plus vite que prévu à cause, évidemment, de la tempête Fiona. La simulation, je ne sais pas si vous avez vu l'émission Découverte, c'est à Découverte, je pense que ça avait passé. La chaire de recherche de Rimouski avait simulé Fiona sans la recharge. Et je pense que la démonstration a été faite que sans la recharge, il y a eu des dégâts extrêmement importants au bâtiment à la Grave. Le profil est revenu en équilibre. Puis là, il y a des analyses qui vont se faire sur la bathymétrie. Puis rassurez-vous, parce que quand on a... Et là, je retourne à mon ancienne vie. Quand on présentait le projet de la Grave à l'époque, il y a des gens qui laissaient entendre que tout le matériel allait se retrouver au bout du Sandy Hook puis qu'on ne pourrait plus aller pêcher des palourdes. Mais rassurez-vous, le matériel est encore au pied de la recharge de la Grave. Cap-Omel, il y a eu du franchissement, comme je vous ai dit, une diminution, un recul assez important du côté nord-est, une accumulation du côté sud-ouest. Encore là, avec le nouveau climat de vague puis toutes les acquisitions de données qu'on va faire, on va être capable de soumettre des rapports par rapport à l'évolution de la recherche. C'est très intéressant parce que ça va permettre aussi au ministère, aux ingénieurs, aux spécialistes de probablement s'ajuster là, dans les projets qui vont suivre parce qu'on en a plusieurs. Puis quand j'ai mentionné tantôt tous les sites, tous les endroits, les municipalités où on a des projets sur la table, c'était aussi pour qu'on comprenne, puis il faut vous faire une confidence. Là. Quand j'étais à la municipalité, je pensais qu'on était les seuls au monde à avoir des problèmes en érosion côtière comme ça. J'ai réalisé assez vite qu'il y avait beaucoup de municipalités qui avaient des problèmes énormes, et dans plusieurs cas, leurs noyaux de village sont, si vous connaissez un peu la Gaspésie et la Côte-Nord, leurs noyaux de village sont les pieds dans l'eau, alors que contrairement à nous, nos infrastructures sont généralement assez loin, puis ceux qui étaient en danger, mais on a quand même des projets là, qui les ont mis à l'abri, du moins pour les années à venir. Voilà, merci beaucoup.